Alors, cette histoire, pour commencer, elle va vous paraître peut-être anecdotique, mais elle est révélatrice en même temps de l'immense difficulté, vous allez le voir, à sanctionner les oligarques ou a fortiori les États. Je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, les indispensables de Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors on part en Suisse, que s'est-il passé près du lac Léman ? Eh bien, tout s'est passé, vous venez de le dire, en Suisse, dans ce quartier résidentiel qui se trouve au nord-est de Zurich. Plus précisément, tout se passe dans ce bâtiment que vous allez voir. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un immeuble, c'est une église russe orthodoxe, l'église de la résurrection. D'où d'ailleurs cette croix, ce crucifix sur le toit. À l'intérieur, malgré la guerre, tout se passe comme dans n'importe quelle autre paroisse orthodoxe. Des prêtres qui se relaient pour célébrer des messes, prier, chanter, mais aussi pour lire les messages du patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe de Moscou, un proche de Vladimir Poutine. Parmi les religieux, il y a 7 hommes en violet. Il est diacre et il est arrivé il y a peu dans la paroisse, à la fin du mois de mars précisément. Sauf qu'il n'est pas du tout un homme d'église comme les autres. Ah, pourquoi ? Alors, qui est-il ? Eh bien parce que Vadim Novinsky, c'est son nom, n'est pas n'importe qui. 59 ans, né en Russie, c'était un des piliers du régime russe en Ukraine. Il avait d'ailleurs obtenu la nationalité ukrainienne en 2012 et depuis, il vivait à Kiev, selon nos confrères du Monde. Il est très riche. Dans le classement Forbes, sa fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, une richesse qu'il tire du secteur de l'acier et de la métallurgie. Il était notamment, et c'est très symbolique, copropriétaire, souvenez-vous, de cette fameuse aciérie Azovstal à Mariupol, cette immense usine devenue un refuge pour les derniers soldats ukrainiens qui combattaient dans la ville il y a encore 1 an. Mais ce n'est pas tout, Vadim Novinsky est aussi un homme politique, il appartenait au Parti des régions, un groupe pro-russe, et avait même été élu député au Parlement ukrainien en 2013. De cette époque, il a conservé un surnom, le fouet de Poutine, parce qu'il est considéré comme celui qui tirait les ficelles du parti et qui veillait à ce que tous les autres députés respectent bien la ligne pro-russe. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, il a fini par quitter le pays, l'Ukraine, sous la pression ukrainienne. Il a démissionné de son poste de député cet été. Le fait qu'il se soit rangé du côté des Ukrainiens, en tout cas officiellement, au début de l'invasion russe, n'a dupé personne, notamment la justice ukrainienne qui a lancé une enquête contre lui. Vadim Novinsky explique être ensuite parti pour l'Allemagne, puis la Suisse, où, précisons-le aussi, l'église orthodoxe a des liens importants avec la Russie. C'est donc là qu'il est réapparu. Pour être tout à fait complète, il avait en réalité été ordonné proto-diacre en 2020, diacre orthodoxe. C'est ce que nous expliquent là encore nos confrères du Monde. Il a donc désormais trouvé refuge dans cette église. Refuge sincère peut-être, en tout cas peut-être aussi refuge discret de circonstances. Alors la question que tout le monde se pose, il n'est pas soumis aux sanctions, ce proto-diacre ? Mais aux sanctions occidentales, non. Malgré sa fortune, malgré sa proximité avec Poutine, ses avoirs n'ont pas été gelés par l'Occident. Donc il peut théoriquement en profiter librement. Seuls les Ukrainiens l'ont sanctionné pour, je cite, soutien aux actions et politiques de la Fédération de Russie qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que sa stabilité et sa sécurité. D'ailleurs, le siège de sa société Smart Holding, qui se trouve à Kiev, a été perquisitionné il y a 3 semaines et demie. Le SBU, les services de sécurité ukrainiens, disent avoir trouvé des documents sur des sociétés offshore et de la littérature religieuse pro-russe. Dans la foulée, 95 millions de dollars de ses actifs ont été gelés. C'est une goutte d'eau comparée au reste de sa fortune. Et ajoutons, Emmanuel, pour terminer, qu'il n'est a priori inquiété ni par la justice internationale, ni par la justice suisse. Merci beaucoup, Fanny. Mariana Perevenesiuk, cette histoire est très intéressante parce qu'elle illustre la difficulté. Il a la nationalité ukrainienne, cet homme-là, même s'il est né en Russie. Et on voit bien qu'il a une fortune immense, 1,5 milliard, 95 millions de dollars d'actifs seulement, serait-on tenté de dire, qui ont été gelés, et une vie parfaitement normale en Suisse. Alors, ce qu'il faut dire et expliquer peut-être tout au début, c'est que Vadim Novinsky n'était pas du tout un de ces oligarques discrets ou inconnus du grand public. En Ukraine, quasiment tout le monde connaissait Vadim Novinsky, qui était un personnage absolument odieux et qui était toujours perçu... Et qui a été élu, hein. Fanny Veil l'a très bien dit. Ouais. Voilà, mais qui était toujours perçu par la majorité
majorité de la société comme l'un des principaux agents d'influence russes en Ukraine. Par ailleurs, la société réclamait presque son expulsion, son arrestation depuis 2014. Il faut le savoir. Il avait contrairement à tous les autres agents d'influence, il avait une spécialité, si j'ose dire, bien particulière. Il s'occupait des affaires religieuses. Il défendait bec et ongles et surtout à grand renfort de ses milliards de l'Église orthodoxe d'Ukraine dépendant du patriarcat de Moscou. Et le fameux patriarche Kirill. Et quand je dis il défendait, parfois il ne renonçait pas à se déplacer personnellement vers un petit village où il y a un conflit entre les communautés pour se battre ou pour battre comment ça s'appelle, les paroissiens qui ne veulent plus dépendre du patriarcat de Moscou. Pro-ukrainien. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il est à Zurich, il mène une vie parfaitement ordinaire, tranquille, enfin ordinaire pour un protodiacre. Il n'est pas, en tout cas, il n'est pas accusé par la justice internationale de quelque fait que ce soit. Alors, deux faits de constante, c'est qu'on sait très bien qu'il y a une petite tendance, c'est que ces hommes politiques et les hommes d'affaires qui étaient très liés à la Russie ont pour beaucoup trouvé leur refuge en Autriche et en Suisse. C'est à se demander pourquoi. Mais aussi, ça peut être éventuellement une explication, parce que beaucoup de ces personnes étaient quand même liées au service des renseignements russes, et on sait que la Suisse et l'Autriche, pour Vienne, pour plein de raisons, sont aussi des terrains pour des agents des renseignements de premier choix. Donc, comme ça, on a à la fois le fromage et le dessert. On peut s'exiler, mais continuer d'être un peu un exercice. C'est la première chose. Mais je suis quand même extrêmement surprise, parce que contrairement aux autres, dans son cas de figure, qui sont quand même poursuivis, ne serait-ce que par les sanctions américaines ou par la justice américaine. Celui-ci était quand même un personnage de premier ordre, elle n'est pas poursuivie. Alors on peut se poser aussi une question s'il n'y a pas de double coopération. Tâchons d'y répondre, Jean Quatremer. En effet, c'est un personnage, et Mariana l'a très bien rappelé, important, connu, grand public en Ukraine, et ne serait-ce que le symbole de l'acierie d'Azovtal est évidemment un symbole très, très marquant. Alors, d'abord, ceux qui font l'objet de sanctions, en règle générale, c'est un peu la ligne de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis, c'est ceux qui soutiennent l'effort de guerre russe. Donc, ils sont directement impliqués dans cet effort de guerre. Et petit à petit, on a élargi, il y a 10 paquets de sanctions qui ont été pris, on a élargi cette définition des personnes impliquées. Alors, on a voulu toucher, je vous rappelle, je crois que c'était le 8e paquet de sanctions, peut-être même le 7e, Kirill, le fameux, le pape orthodoxe de Russie. Le patriarche de Russie, ancien du KGB. Voilà, et il a été protégé par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui s'est opposé, puisque les sanctions, comme vous savez, doivent être décidées à l'unanimité des 27 États membres, s'est opposé à ce que Kirill et ainsi que tous les membres de l'Église orthodoxe soient inclus dans les sanctions. Et c'est assez intéressant qu'on le retrouve en prêtre, parce que c'est comme s'il avait après la ceinture, il s'était assuré les bretelles. Parce qu'il sait très bien que maintenant, comme étant d'abord suisse et puis par ailleurs membre du clergé, il y a très très peu de chances qu'il fasse un jour partie d'une liste de personnes sanctionnées. Bon, en tout cas, ça montre bien, et on ne va pas se focaliser uniquement sur cette petite histoire, mais elle raconte la grande, Jean-Dominique Merchet. Ouais. Ça montre bien la porosité, mais d'ailleurs qui est assez logique pour des gens qui ont beaucoup voyagé en Europe. On en a eu des dizaines d'exemples ces derniers temps, et qui sont très fortunés, précisons-le. Alors, c'est vrai que ça pose le problème de la Suisse. Pays toujours très accueillant aux gens qui ont de l'argent. Et assez peu regardant à l'odeur de cet argent. Ça, c'était vrai historiquement, les comptes en Suisse, mais il se passe quand même des choses actuellement en Suisse, parce que les Américains et les Européens, mais surtout les Américains, n'aiment pas du tout ça. Et ils leur mettent une pression absolument considérable, notamment aux établissements financiers, aux banques suisses. Les Américains mettent une pression considérable aux banques suisses.
Et les banques suisses savent ce que ça veut dire, parce qu'il y a 20 ans, les Américains ont tué le secret bancaire suisse avec l'argent juif qui avait été déposé pendant la guerre et que les banques suisses ne voulaient pas rendre, en disant « non, on ne connaît pas le propriétaire, donc on le garde pour nous ». Et là, la justice américaine, l'administration américaine avait mis une pression considérable sur la Suisse qui a changé profondément le système suisse. Donc, c'est ce qui est en train de se jouer. Et les sorties de choses comme ça font partie de cette campagne pour dire aux Suisses, là, vous arrêtez d'abriter n'importe qui en Suisse. Bon. Y compris, il y avait sans doute à Lugano, qui est en Suisse italienne, dans le Tessin, il y avait sans doute l'une des compagnes. Bien sûr. Ancienne gymnaste. Vladimir Poutine, qui sa favorite, là-bas, dont on ne sait plus. Alors il y a un notaire qui s'occupe de ses affaires. Mais bref, ces gens-là, aujourd'hui, sont vraiment, vraiment surveillés de très près par l'administration américaine. Voilà. En tout cas, affaire passionnante qui nous est racontée par Le Monde. Le Monde qui a un autre article extrêmement intéressant de Marie Gégaud et de Virginie Malingre sur la façon de contourner les sanctions. C'est passionnant, bien sûr, on en parle beaucoup ces derniers temps. 2 citations qui sont intéressantes. D'abord, la Russie, et là je vais me tourner vers vous, Amiral, continue d'approvisionner son industrie militaire et ses industries stratégiques. Les façons de faire, vous allez le voir, sont nombreuses et créatives. Ce sont des tactiques de contournement qui passent par l'utilisation de sociétés écrans. On apprend par exemple, d'après un diplomate balte, que beaucoup d'exportations vers des pays entourant la Russie, souvent relativement proches, le Kazakhstan, par exemple, explose littéralement ces derniers temps. Et vous allez trouver ça croquignolé sans doute, mais regardez, le nombre de machines à laver qui sont exportées depuis le début du conflit vers le Kazakhstan a bondi de 60 à 80%. C'est-à-dire qu'on vend presque 2 fois plus de machines à laver au Kazakhstan, venues d'Occident. Pourquoi ? Parce que on peut récupérer des composants électroniques qui serviront l'industrie militaire. On le voit, il y a toujours, Amiral, une forme de moyen de contourner. Oui, mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces moyens de contournement, ils coûtent extrêmement cher, ils sont difficiles à mettre en place. Et quand les pays d'origine s'allient et ont le souci de veiller à la fin de ce genre de contrebande, ça peut être très efficace. Et par exemple, en France, moi j'ai eu à traiter, il y a maintenant quelques années, des expositions des exportations de composants électroniques pour faire des missiles balistiques. Oui. Eh bien, j'ai découvert à ce moment-là l'efficacité de l'administration des douanes en France. Et surtout les pouvoirs dont elle disposait, des pouvoirs qui ont depuis été un peu rognés par la justice, mais enfin qui demeure encore très important. Alors que peuvent faire les douanes ? C'est intéressant. Il était parfois beaucoup plus facile d'utiliser les douanes et leur pouvoir d'inspection et d'investigation que d'utiliser celui des autorités judiciaires. Évidemment, on ne pouvait plus distribuer que des amendes et pas des peines de prison, mais on pouvait saisir le matériel et on pouvait mettre fin rapidement avec les trafics. Mais vous pouvez saisir une machine à laver qui part au... une machine à laver qui part au Kazakhstan ? À partir du moment où on peut prouver qu'il y a un lien avec cette machine à laver et des circuits, par exemple des composants qui ont été retrouvés dans le champ de bataille sur un certain nombre d'armes, on peut faire ça. Alors maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces composants de machine à laver, vous ne pouvez pas les utiliser pour des missiles de précision, ça ne sert à rien. Ces cartes à puce là, elles sont utilisées pour, j'allais dire, des véhicules pour ce genre d'engin et pas du tout pour les missiles les plus sophistiqués. Un peu rudimentaire. C'est ça qui explique d'ailleurs pourquoi les Russes aujourd'hui n'arrivent pas à continuer à produire leurs missiles les plus sophistiqués, en tout cas pas en grande quantité. C'est parce que les sanctions sont efficaces. Elles sont contournées. Il y a toujours de l'eau qui passe, si j'ose dire, mais le débit, le flux est extrêmement limité et surtout ce qui passe coûte extrêmement cher. Alors effectivement, avec la Turquie, ça a été le cas. Il y a eu une sorte de marché parallèle pendant quelques temps. Alors l'Union européenne a décidé de pénaliser le contournement des sanctions. Ça pose des questions juridiques extrêmement complexes parce qu'il faut qu'on se mette tous d'accord pour pénaliser, donc poursuivre devant nos tribunaux correctionnels les gens qui contournent les sanctions. Mais c'est assez facile parce que là, par exemple, vous montrez l'évolution des machines à laver. C'est facile de savoir que ça, forcément, au Kazakhstan, on ne se met pas brutalement à consommer
consommer de la machine à laver. Donc il y a un contournement. Donc il suffit qu'on se mette tous d'accord entre nous, et c'est ce qui va se passer pour qu'on n'exporte pas davantage de machines qu'on en exportait historiquement. C'est pas difficile. Et je vous rappelle quand même que de toute façon, le contournement des sanctions, on est là, mon Dieu, ça ne marche pas. J'aimerais bien savoir à quel moment dans notre histoire des sanctions ont fonctionné. Je vous rappelle quand même que le blocus napoléonien a été un échec majeur. Il a tenté quand même, il n'était pas rien, il dominait l'Europe, il a tenté d'isoler le Royaume-Uni, il n'y est pas parvenu. Et à contrario, le Royaume-Uni essayait d'isoler voilà, exactement. Mais pourquoi on y est arrivé? Par exemple, il n'y avait plus de canne à sucre, puisqu'elle ne pouvait pas arriver les Antilles, et on a été obligé de produire le sucre à partir de la betterave. Exactement. C'est comme ça qu'on a développé la betterave dans le nord de la France. Mais je veux dire que, par exemple, l'Iran, qui est sous sanctions internationales depuis maintenant, depuis une trentaine d'années, ils arrivent à produire des armements extrêmement sophistiqués. Je vous rappelle que quand même, ils envoient des missiles, ils ont des missiles qui leur permettent, c'est pas des grandes portées, mais ils ont des missiles qui leur permettent d'envoyer des charges jusqu'en Israël, je vous signale. C'est pas des voies de précision et c'est pas de production. Et par ailleurs, aux dernières nouvelles, me semble-t-il, amiral, ils sont en train de se doter de l'arme nucléaire, ce qui montre qu'il y a des moyens quand même, en dépit de toutes les sanctions, de les contourner. Donc ça coûte très cher, vous avez raison, mais on peut toujours les contourner. Donc il faut pas en tirer des conclusions, en général, ça sert à rien. Non, ça sert. Mais voilà, c'est comme le code de la route sert à quelque chose, mais il y a toujours des voyous qui roulent à 160 km/h. Nous sommes d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, c'est aussi beaucoup de travail pour vos compatriotes sur le terrain, parce qu'il faut aller collecter des preuves que certains matériaux viennent, par exemple, je lisais que certains composants de cigarettes électroniques pouvaient servir pour des drones kamikazes Lancet. Donc il faut aller collecter la preuve et remonter toute la filière. C'est extraordinairement complexe. Bon, les preuves, malheureusement, en Ukraine, il y a énormément de preuves des crimes russes. Tout le sol ukrainien est jonché de ces preuves. Après, c'est une question pour les spécialistes pour les analyser. Par ailleurs, c'est ce que les Ukrainiens faisaient depuis très longtemps, parce que vous savez, cette problématique, elle a commencé il y a 9 ans, parce que suite à l'occupation de la Crimée et d'une partie du Donbass, il y a eu déjà une partie des sanctions qui étaient imposées sur la Fédération de Russie, en tous les cas pour des composantes qui peuvent être utilisées dans l'industrie d'armement. Et ce que les Ukrainiens ont constaté chaque année, c'est que même des grandes entreprises françaises ou allemandes, finalement, d'une manière ou d'une autre, fournissaient des composantes interdites à la Russie. Bon, par quel circuit, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il a fallu, à l'époque, peut-être, déjà il y a 9 ans, il a fallu des sanctions plus importantes et le contrôle plus strict, parce que c'est vrai qu'on ne peut qu'être d'accord à la fois avec Jean Quatremer, mais aussi avec Amiral Vichot. Parce que ça sert, mais ça sera toujours contourné. Donc c'est toujours un tout petit peu... c'est toujours le jeu, c'est de continuer d'entraver la production d'armement russe, mais il faut toujours redoubler d'efforts pour que cela soit encore plus efficace. Un dernier témoignage avant de laisser la parole à Jean-Dominique Merchet. Les sanctions sont-elles efficaces? Vous savez qu'il y avait l'audition devant une commission de l'Assemblée nationale de l'ancien Premier ministre François Fillon, à qui certains ont pu reprocher d'avoir été dans des conseils de grandes sociétés russes. Quand on lui pose la question, les sanctions sont-elles efficaces? Regardez sa réponse. Je suis totalement hostile aux sanctions, pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça n'a jamais marché. Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis hostile aux sanctions, c'est qu'elles ont des répercussions sur notre économie qui sont assez désastreuses et pas forcément des répercussions aussi graves qu'on le dit sur l'économie d'en face. J'ai vu en Russie comment tout un pan de l'économie russe s'est créé pour répondre aux sanctions. Voilà, autrefois on ne faisait pas de fromage en Russie, maintenant on fait des fromages en Russie. Mais il y a une troisième raison qui est encore beaucoup plus grave que tout le reste. C'est que les sanctions, elles viennent toujours du même endroit. Elles viennent des États-Unis et de l'Europe. C'est les Occidentaux qui imposent leurs sanctions aux autres pays, au reste du monde. On ne peut plus parler au reste du monde comme si on était les maîtres de la classe. Voilà, plusieurs arguments de François Fillon. À la fois, le dernier argument très politique, vous l'avez entendu, on ne peut plus parler au reste du monde. Et puis, surtout, ça ne marche pas, Jean-Dominique.
Écoutez, moi, ça ne me convainc pas. C'est-à-dire que, oui, les sanctions, ce n'est pas l'arme absolue. Les sanctions, ça se contourne. Mais posons-nous la question et interrogeons les principaux intéressés, c'est-à-dire les pays qui sont victimes de sanctions. Pourquoi veulent-ils qu'on les lève, ces sanctions? Pourquoi tous les partisans de la Russie, dont peut-être un peu François Fillon, disent « Oh non, ça sert à rien, il faudrait les lever. Arrêtons de sanctionner ». Pourquoi ils le font? Si ça n'a aucune influence, eh bien, qu'on les garde, ces sanctions. Or, tous les avocats, tous les partisans de la Russie aujourd'hui, mais d'autres pays à d'autres époques, on est suffisamment âgés pour se souvenir des sanctions contre l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Tous les gens qui étaient pour soutenir l'Afrique du Sud disaient « Oh, ces sanctions ne servent à rien, il faut les lever. » Alors, si elles ne servent à rien, elles peuvent rester. Donc, c'est absurde. Évidemment qu'elles font mal. Évidemment qu'elles font mal. Mais en même temps, ce n'est pas l'arme absolue. Ça se contourne. Mais la preuve, elle est faite par les gens qui sont victimes. Écoutons-les. Écoutez, gardons-les si elles ne servent à rien. Et ça a marché contre l'Afrique du Sud. Et en plus, ça a marché contre l'Afrique du Sud. C'est le seul pays là qui a fait. Enfin, les sanctions ont fait tomber le régime d'apartheid. Là, c'était le contre-exemple absolu. Oui. Alors, très bien.